La mort n'est pas une fin, par Agatha Christie. Partie 6 du livre audio. Chapitre 17. Deuxième mois de l'été. Premier jour. Alors, comme ça tu es allé mettre le nez dehors, s'exclama Eneth au comble de l'effervescence, en voyant Esa rentrer en claudiquant. Elle darda sur elle un regard que dévorait la curiosité. Voilà bientôt 1 an que ça ne t'était pas arrivé. Les vieillards, rétorqua Esa, ont parfois de ces caprices. Je t'ai vu trôner près du bassin, en compagnie de Ronisambe et Dory. Fort agréable compagnie dans les 2 cas. Y a-t-il jamais une chose que tu ne vois pas, Eneth ? Voyons, Esa, mais qu'est-ce que tu insinues encore ? Vous étiez là, au vu et au su de tout un chacun. Mais pas assez près pour être à l'ouïe de tout un chacun, ricana Esa. Je ne vois pas pourquoi tu te montres aussi désagréable avec moi, se rebiffa Eneth, furieuse. Tu n'arrêtes pas de faire des insinuations déplaisantes. Avec tout ce que j'ai à superviser et à faire dans cette maison, tu t'imagines que j'ai encore le temps d'écouter les conversations des gens ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut me faire, à moi, ce que disent les gens ? Je me suis souvent posé la question. Ah, s'il n'y avait pas Imhotep qui, lui, au moins, m'apprécie. Oui, s'il n'y avait pas Imhotep, coupa Esa glaciale. C'est d'Imhotep que tu dépends, non ? S'il arrivait quoi que ce soit à Imhotep, ce fut au tour d'Eneth de l'interrompre. Il n'arrivera rien à Imhotep. Comment le sais-tu ? Trouveras-tu la maison si sûre ? Il est pourtant bien arrivé malheur à Yamoz et à Sobek. C'est vrai, Sobek est mort, et Yamoz a failli mourir. Eneth, Esa tendit le cou. Pourquoi as-tu souri en disant cela ? Moi, souri ? Répéta Eneth, décontenancé. Tu rêves, Esa. Comment pourrais-je sourire ? En un tel moment, et qui plus est, en évoquant pareil drame. Je suis presque aveugle, c'est vrai, dit Esa, mais pas tout à fait. Et quand la lumière est bonne, quand je crispe les paupières, j'y vois très bien. Or, il arrive que les gens qui vous savent la vue basse ne se méfient pas et aillent jusqu'à s'autoriser des mimiques qu'en d'autres circonstances ils ne se permettraient pas. C'est pourquoi je te repose ma question. Pourquoi souriais-tu avec un tel air de satisfaction intime ? Ce que tu dis est révoltant, absolument révoltant. Et maintenant tu as peur. Voilà ce que tu as. Et qui donc n'aurait pas peur avec tout ce qui se passe dans cette maison ? Se mit à glapir Eneth d'une voix perçante. Terrifiés, nous le sommes tous, ici, avec ces esprits malins qui reviennent d'entre les morts pour nous tourmenter. Mais j'ai compris, tu as écouté Ori. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi ? Qu'est-ce qu'Ori pourrait bien savoir sur ton compte, Eneth ? Rien ? Rien du tout ? Tu ferais mieux de demander ce que moi, je sais sur lui. Le regard d'Esa se fit acérer. Vas-y, vide ton sac. Eneth redressa la tête. Ah, vous la méprisez bien tous, la pauvre Eneth. Vous la trouvez laide, vous la trouvez idiote. Seulement, moi, je sais ce qui se passe. J'en sais des choses. Et de tout ce qui se manigance dans cette maison, il n'y en a pas lourd qui m'échappe. Je suis peut-être idiote, mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et j'y vois en tout cas plus clair que bien des gens dont on dit des merveilles. Comme Ori, par exemple. Celui-là, quand il me croise, il a une façon de me regarder comme si je n'existais pas, comme s'il voyait quelque chose derrière moi, quelque chose qui n'y est pas. Non mais, il ferait mieux de me regarder, moi.
Il me prend peut-être pour une moins que rien, pour une gourde. Mais ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui en savent le plus long. Satipi se croyait très maligne. Eh bien, où est-elle maintenant? Tu peux me le dire? Énette avait achevé sur un point d'orgue triomphant. Mais un retour de conscience parut soudain l'envahir. Elle se fit toute petite et lança à Esa un coup d'œil paniqué. Cependant, Esa semblait perdue au plus profond de quelque tourment intérieur. Le visage ravagé, les traits bouleversés par une sorte d'ébahissement horrifié, elle murmura comme pour elle-même. « Satipi !» Énette crut bon d'intervenir, sur son sempiternel mode géniard. « Ne m'en veux pas, Esa, je n'aurais pas dû me laisser aller. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je ne pensais pas un mot, un seul de tout ce que j'ai dit. » Levant la tête, Esa coupa court. « Va-t'en, Énette. Que tu aies pensé ce que tu as dit ou pas pensé ce que tu as dit, importe franchement fort peu. Mais tu as prononcé une phrase qui m'a ouvert de nouveaux horizons. Allez, file, Énette. Mais je te préviens, prends bien garde désormais au moindre de tes mots et au moindre de tes gestes. Il y a assez de morts comme ça dans la maison. J'espère m'être fait bien comprendre. Tout n'est plus que peur. Ces mots étaient tout naturellement venus aux lèvres de Renisambe pendant leur conversation au bord du bassin. Mais ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle se mit à en comprendre l'horrible vérité. Elle s'apprêtait machinalement à rejoindre Kate et les enfants rassemblés à l'intérieur du pavillon quand elle se rendit soudain compte qu'elle venait inconsciemment de ralentir le pas et même de s'arrêter. Elle avait peur. Elle le comprit aussitôt. Peur d'affronter Kate, de regarder son bon gros visage placide et que son imagination lui fasse y voir celui d'une empoisonneuse. Elle vit Énette, en proie à son effervescence habituelle, passer de la maison au portique et du portique à la maison, et s'aperçut que son aversion à son égard n'avait fait que croître et embellir. Ne sachant plus vers où tourner ses pas, elle obliqua vers le portail et tomba sur Hippie, qui rentrait d'un pas léger, la tête haute, le sourire aux lèvres et l'air plus arrogant que jamais. Elle se surprit à le dévisager. Hippie, l'enfant gâté de la famille, le ravissant bambin, si tête de mule, si obstiné déjà, dont elle avait gardé le souvenir quand elle était partie avec Kay. « Hé, Renisambe, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu me regardes d'un œil rond ?»« Moi, je te regarde d'un œil rond ?» Hippie éclata de rire. « Tu as l'air aussi demeuré qu'Énette. » Renisambe secoua la tête. « Énette n'est pas demeurée. Elle est maligne comme pas deux. » « Qu'elle soit maligne, je demande à voir. Mais qu'elle ait de la malignité, ça, oui. Avoir ça dans la maison, c'est une plaie. Note que j'ai bien l'intention de nous en débarrasser. » Renisambe faillit en rester bouche bée. « Nous en débarrasser ?» Quel est ton problème, Serette? Toi aussi, tu vois des esprits malins partout, comme ce débile mental de petit Moricaud? Décidément, tu trouves tout le monde débile. Ce gamin, en tout cas, oui. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus supporter les imbéciles, mais c'est que j'en ai trop bavé. Ça n'était pas de la rigolade, je t'assure, que d'avoir sur le dos 2 ramollos de frères aînés qui ne comprenaient jamais rien à rien. Maintenant qu'ils sont rayés des cadres et que je n'ai plus que mon père à me coltiner, tu ne vas pas tarder à voir la différence. Il fera ce que je lui dirai de faire. » Renisambe le regarda encore une fois. Il lui parut plus beau, plus arrogant que d'habitude. Tout en lui trahissait l'ardeur de la jeunesse, la vitalité animale exacerbée. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. L'immense contentement de soi qu'il affichait n'était sans doute pas pour rien dans le sentiment d'euphorie où il semblait baigner.
Mes frères ne sont pas tous les deux rayés des cadres, comme tu dis, répliqua-t-elle, très sèche. Yamose n'est pas mort, lui. Hippie lui lança un regard à la fois moqueur et apitoyé. Parce que tu t'imagines qu'il va récupérer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'esclaffa Hippie. Mettons tout bonnement que je ne suis pas d'accord avec toi. Yamose est fichu, lessivé. D'accord, il va pouvoir se traîner encore un petit bout de temps, aller s'étendre au soleil en gémissant. Si tu appelles ça un homme. Il a survécu aux premiers effets du poison, mais tu te rends bien compte, par toi-même, qu'il n'a fait aucun progrès depuis. Oui, mais pourquoi? Interrogea Renisambe. Le médecin disait qu'en un rien de temps, il n'y paraîtrait plus. Hippie haussa les épaules. Les médecins ne savent pas tout. Ils parlent doctement et utilisent des mots longs comme ça. Mets ça sur le dos des maléfices de Nofrette, si ça te chante. Mais Yamose, ton cher frère Yamose, est condamné. Et tu n'as pas peur, toi, Hippie? Peur, moi? Il éclata de rire en rejetant la tête en arrière. Le moins qu'on puisse dire est que Nofrette ne te portait pas dans son cœur, Hippie. Rien ne peut m'atteindre, Renisambe, à moins que je ne sois d'accord. Je suis jeune encore, mais je suis de la race des gagneurs. Quant à toi, Renisambe, tu ferais bien de te ranger de mon côté, tu entends? Il t'arrive, plus souvent qu'à ton tour, de me traiter en gamin irresponsable. Mais ce stade-là, je l'ai dépassé. Et la différence, tu vas la mesurer de jour en jour. Très bientôt, il n'y aura plus ici d'autre volonté que la mienne. Mon père continuera peut-être à donner les ordres, mais même si c'est lui qui les formule, le cerveau qui les aura décrétés, ce sera le mien. Il fit mine de s'éloigner, s'arrêta et lança par-dessus son épaule. Aussi, prends bien garde, Renisambe, que je n'ai plus désormais de griefs à nourrir contre toi. Comme elle le regardait partir, médusée, elle entendit un bruit de pas dans son dos et se retourna pour se trouver nez à nez avec Kate. Qu'est-ce qu'Hippie était en train de dire, Renisambe? Il me disait, répondit lentement Renisambe, qu'il serait bientôt le seul maître ici. Ah bon? Fit Kate. Je ne suis pas de son avis. Hippie escalada d'un pas léger les marches du portique et s'engouffra dans la maison. Le spectacle de Yamose gisant sur sa couche parut lui faire plaisir, et il lança d'un ton enjoué. Alors, comment va, vieux frère? Ne te reverrons-nous plus jamais dans les champs? Je n'arrive pas à comprendre que tout n'aille pas de travers depuis que tu n'y mets plus les pieds. Et moi, se plaignit Yamose d'une voix éteinte, je ne comprends plus rien à rien. Le poison est maintenant éliminé. Pourquoi mes forces ne reviennent-elles pas? Ce matin, j'ai essayé de faire quelques pas, et mes jambes m'ont lâché. Je me sens faible, faible. Et le comble, c'est que j'ai l'impression de devenir chaque jour un peu plus faible. Hippie secoua la tête d'un air faussement apitoyé. C'est moche, ça, dis-moi. Et tes médecins n'arrivent à rien? L'assistant de Mersou passe tous les jours. Il n'y comprend rien, lui non plus. On me fait boire des décoctions archi-concentrées. Des incantations quotidiennes sont adressées à la déesse. On me prépare des aliments particulièrement reconstituants. Il n'y a aucune raison, m'assure le médecin, que je ne recouvre pas rapidement mes forces. Or, au lieu de ça, il semble que j'aille de mal en pis. Oui, c'est vraiment moche, renchérit Hippie. Sur ce, il sortit en fredonnant pour aller rejoindre son père et Ori, plongés dans les contes. Le visage d'Imhotep, ravagé par l'angoisse, s'illumina à la vue de son bien-aimé fils cadet. « Hippie, quel bonheur! Quelles nouvelles du domaine m'apportes-tu ?»« De bonnes nouvelles, père. Nous avons moissonné l'orge. La récolte est excellente. »« Ah, Ré soit loué!
Le domaine prospère. Et s'il pouvait en aller de même pour la maison, ne perdons cependant pas confiance en Assayette. Elle ne refusera pas de nous secourir dans le malheur qui nous frappe. Mais Yamose m'inquiète. Je ne comprends pas d'où lui vient son état d'épuisement, cette faiblesse que rien ne justifie. Hippie eut un sourire de dédain. Yamose a toujours été souffreteux. Ce n'est pas vrai, protesta doucement Ori. Il a toujours eu une excellente santé. Hippie se fit péremptoire. La santé, c'est une question de tempérament. Ça dépend de ce qu'on a dans le ventre. Or, Yamose n'a jamais rien eu dans le ventre. Même donner des ordres lui flanquait la frousse. Tel n'a pas été le cas récemment, le contredit Imhotep. Il a fait preuve de beaucoup d'autorité ces derniers mois. J'en ai été le premier surpris. Mais cette faiblesse qu'il a dans les jambes me tracasse. Mersou m'avait affirmé qu'aussitôt le poison éliminé, ses forces lui reviendraient. Ori écarta quelques-uns de ses papyrus. « Il est d'autres poisons, » intervint-il, de sa voix sans passion. « Que veux-tu dire ?» l'interrogea Imhotep en pivotant vers lui. « Qu'il est des poisons qui n'agissent pas sur le moment, » s'expliqua Ori d'un ton pensif. « Qui sont plus insidieux. Pris par petites doses quotidiennes, ils s'accumulent dans l'organisme. Et ce n'est qu'après de longs mois de faiblesse croissante que la mort s'en vient. Les femmes connaissent bien ce processus. Elles l'utilisent parfois pour se débarrasser d'un mari encombrant avec l'assurance que son décès sera attribué à des causes naturelles. » Imhotep blêmit. « Tu crois que c'est ça qui arrive à Yamose ? Je ne fais qu'énoncer une possibilité. Bien que sa nourriture soit désormais goûtée par un esclave avant qu'il n'y touche, une telle précaution n'offre aucune assurance dans la mesure où la dose contenue dans un plat ne produit aucun effet nocif immédiat. « C'est grotesque !» s'écria Hippie. « Ça ne tient pas debout. Des poisons pareils, ça n'existe pas. C'est bien simple, je n'en ai jamais entendu parler. » Ori leva les yeux vers lui. « Tu es très jeune, Hippie. Il y a encore bien des choses que tu ignores. » « Mais que pouvons-nous faire ?» s'exclama Imhotep. « Nous avons adressé une supplique à Assayette. Nous avons envoyé des offrandes au temple. Non que j'y ai jamais beaucoup cru. Ce sont plutôt les femmes qui sont crédules dans ce domaine. Que faire de plus ? Fais préparer la nourriture de Yamose par un esclave unique et en qui tu as pleine confiance, lui conseilla Ori. Et cet esclave, fais-le continuellement surveiller. Mais ça signifierait que c'est ici, dans cette maison, que... C'est de la folie furieuse, tonna Hippie. On aura vraiment tout entendu. Ori haussa les sourcils. Essayons toujours. Nous ne tarderons pas à voir si c'est aussi bête que tu veux bien le dire. Hippie quitta la pièce en tempête. Et Ori le suivit pensivement des yeux, le front barré par les stigmates de la perplexité. Hippie était dans une telle fureur en sortant de la maison qu'il faillit renverser Ennet sur son passage. « Ôte-toi de mon chemin, bon sang ! Tu es tout le temps à fureter partout et à te fourrer dans mes jambes. »« Ce que tu peux être brutal, Hippie. Tu m'as fait mal au bras. Tu ne l'as pas volé. J'en ai assez de toi et de tes pleurnicheries. Plus tôt tu videras les lieux, mieux ça vaudra. Je vais d'ailleurs veiller à ça. » L'œil d'Ennet brilla d'une lueur dangereuse. « Alors, comme ça, tu me mettrais à la porte ? Après tout l'amour et toute l'attention que je vous ai prodigués à tous, dévoué, je l'ai été corps et âme à toute la famille. Ton père, lui, ne le sait que trop bien. Tu le clames si fort et si souvent que je ne vois pas comment il aurait pu l'oublier. Nous non plus, d'ailleurs. Seulement, pour moi, tu n'es qu'une vieille faiseuse d'embrouille, toujours à cracher son venin. Les manigances de nos frettes contre nous,
Tu y as participé. On ne me la fait pas, à moi. Et quand elle est morte, tu es revenu en courant te rouler à nos pieds. Mais tu vas voir, au bout du compte, c'est moi que mon père écoutera, et plus tes racontards. Tu as l'air très en colère, Hippie. Qu'est-ce qui te met tellement en colère? Ça ne te regarde pas. Tu n'aurais pas peur, par hasard, Hippie? Tu es sûr que ce n'est pas ça? C'est qu'il s'en passe de drôle, ici. Si tu crois que tu peux me flanquer la frousse, tu te trompes, espèce de vieille chèvre. Il la bouscula et se rua dehors. Ennet se faufila sans bruit dans la maison. Un gémissement de Yamose attira son attention. Il s'était levé de sa couche et essayait de faire quelques pas, mais ses genoux ne tardèrent pas à fléchir et, sans l'aide d'Ennet, il serait tombé. « Viens, Yamose, viens, recouche-toi. »« Ce que tu es forte, Ennet. À te voir, on ne le croirait jamais. » Il se laissa réinstaller, nuque bien calée sur l'appui-tête en bois. « Merci. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette impression que tous mes muscles fondent? Parce que cette maison est ensorcelée. Résultat des maléfices de cette maudite sorcière venue du Nord. Rien de bon n'est jamais venu du Nord. Je suis en train de mourir, marmonna soudain Yamose, avec accablement. Oui, je suis en train de mourir. D'autres le feront avant toi, le reprit Ennet, lugubre. Yamose se redressa sur un coude, les yeux écarquillés. Quoi? Que veux-tu dire? Je sais ce que je dis. Elle secoua la tête d'un air entendu. Ce n'est pas toi qui seras le prochain à mourir. Tu verras. Pourquoi est-ce que tu m'évites, Renisambe? Kameni lui barrait ostensiblement le chemin. Elle rougit, sans trouver la réplique appropriée. C'était vrai qu'elle avait fait demi-tour en le voyant arriver. Pourquoi, Renisambe? Dis-moi pourquoi. Mais elle n'avait pas de réponse toute prête, et ne put que secouer la tête sans un mot. Levant les yeux, elle se résolut enfin à lui faire face. Elle avait un instant redouté que le visage de Kameni, lui aussi, ne lui semble différent. Et ce fut avec un soulagement étrange qu'elle vit qu'il n'avait pas changé. Tout au plus, Kameni s'était-il départi de son éternel sourire et la regardait-il d'un air grave. La flamme de ce regard la contraignit à détourner le sien. En présence de Kameni, un certain trouble l'envahissait toujours. Le sentir si proche la mettait mal à l'aise, accélérait les battements de son cœur. « Je sais pourquoi tu m'évites, Renisambe. »« Je ne t'évite pas, » parvint-elle à articuler. « Je ne t'avais pas vu venir. »« Tu n'as pas honte de mentir ?» Rien qu'à l'entendre, elle devina qu'il s'était remis à sourire. Renisambe, merveilleuse Renisambe. Le contact de sa main, chaude et forte, sur son bras, la fit se rétracter. « Ne me touche pas, je n'aime pas qu'on me touche. »« Pourquoi te rebeller, Renisambe? Tu sais très bien ce qui nous arrive. Tu es jeune, tu es belle, la vie bouillonne en toi. C'est contre nature de pleurer un mari toute sa vie. Je vais t'emporter loin d'ici, loin de cette maison hantée par la mort et les maléfices. Tu vas me suivre et je saurai te mettre à l'abri. » Et si je n'avais aucune envie de te suivre, trouva-t-elle le courage de répliquer. Kameni éclata de rire. Ses dents blanches étincelèrent. « Mais tu en meurs d'envie, seulement tu ne veux pas l'admettre. C'est bon, la vie, Renisambe, quand le frère et la sœur ne font plus qu'un. Je vais t'aimer, te rendre heureuse, faire de toi un champ fertile dont je serai le seigneur. Écoute, je ne vais plus chanter Apta, donne-moi ma sœur cette nuit. Je vais aller trouver Imhotep et lui dire « Donne-moi ma sœur, Renisambe. »
Mais comme je ne te crois pas en sécurité ici, je vais t'emporter au loin. Je suis un bon scribe, et je peux me faire engager par les plus puissants nobles de Thèbes, pour peu que l'envie m'en prenne. Bien que je me sois, à vrai dire, mise à aimer la vie ici, les cultures, les troupeaux, le chant des moissonneurs, les promenades en barque sur le fleuve. J'aimerais t'emmener naviguer sur le fleuve, Renisambe. Nous prendrions Téti avec nous. C'est une enfant superbe, et je l'aimerais tendrement, et je serais un bon père pour elle. Allons, Renisambe, que dis-tu de tout ça? Renisambe ne souffla mot. Elle était consciente des battements désordonnés de son cœur et de la sourde langueur qui l'envahissait tout entière. Et pourtant, mêlée à cette sensation de douceur et de quasi-abandon, elle éprouvait autre chose, un sentiment d'hostilité. Le contact de sa main sur mon bras me fait défaillir, se disait-elle. C'est la faute de sa force, de ses épaules musclées, de sa bouche quand il rit. Mais je ne sais rien de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il a au fond du cœur. Il n'y a entre nous ni paix ni tendresse. Je veux quoi? Je ne le sais même pas. Mais pas ça. Non, pas ça. Elle s'entendit bredouiller et, même à ses propres oreilles, le ton lui parut bien faible et bien incertain. Je ne veux pas d'un nouveau mari. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux être moi-même. Non, Renisambe, tu te trompes. Tu n'es pas faite pour vivre seule. Ta main me le dit bien quand elle tremble dans la mienne. Tu la sens? Au prix d'un effort, elle retira sa main. Je ne t'aime pas, Kameni. Je crois que je te déteste. Il sourit. C'est merveilleux que tu me haïsses, Renisambe. Ta haine n'est pas loin de l'amour. Nous reparlerons de tout ça. Sur quoi il s'éloigna, avec l'aisance et la souplesse de l'antilope. Renisambe dirigea lentement ses pas vers l'endroit où Kate et les enfants jouaient au bord du bassin. Kate lui parla, mais elle lui répondit au petit bonheur la chance. Kate ne parut pas s'en formaliser, à moins que, tout à sa marmaille, elle n'en soit même pas avisée. Soudain, rompant le silence, Renisambe demanda « Est-ce que je dois me remarier ? Qu'est-ce que tu en penses, Kate ?» « Ce ne serait pas plus mal, » répondit Kate, placide et peu intéressée par le problème. « Tu es jeune et solide. Tu peux encore avoir beaucoup d'enfants. » Parce que c'est à ça que ça se résume, la vie d'une femme, à s'activer dans les quartiers du fond, à avoir des enfants, à passer les après-midi avec eux près du bassin à l'ombre des figuiers sycomores. C'est tout ce qui compte pour une femme. Tu le sais très bien. Et ne joue pas les esclaves opprimés. Les femmes ont un certain pouvoir dans ce pays. C'est à travers elles que l'héritage se transmet à leurs enfants. Les femmes sont le sang de l'Égypte. Renisambe regarda pensivement Téti qui confectionnait une guirlande de fleurs pour sa poupée. Absorbée par sa tâche, elle avait le front plissé. Il y avait eu un temps où Téti avait tellement ressemblé à Kay, avec sa façon d'avancer la lèvre inférieure et de tourner la tête en la penchant un peu, que Renisambe en avait le cœur chaviré. Mais maintenant, non seulement le visage de Kay s'estompait dans sa mémoire, mais Téti avait perdu ses tics de la lèvre avancée et de la tête penchée. Et il y avait aussi eu un temps où Renisambe avait serré Téti tout contre elle, avec la sensation qu'elle faisait encore partie intégrante de son corps, à elle, de sa chair vive, avec un sentiment, en fait, d'absolue possession. « Elle est à moi, tout entière, » se disait-elle. Et là, à la regarder, elle se dit soudain « Elle et moi ».
et elle est quai. Mais Téti leva soudain les yeux et, apercevant sa mère, lui sourit. C'était un sourire sérieux, un sourire tout plein de tendresse, où se lisaient plaisir et confiance. « Non, » rectifia tout aussitôt Renisambe, « elle n'est pas moi, et elle n'est pas quai. Elle est elle-même, elle est Téti. Elle est unique, comme je suis unique, comme nous sommes tous uniques. Si l'amour survit entre nous, nous resterons amis aussi longtemps que durera notre vie. Mais si cet amour vient à mourir, elle grandira, et nous deviendrons des étrangères. Elle est Téti, et je suis Renisambe. » Kate la regardait depuis un moment d'un drôle d'air. « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux au juste, Renisambe ? Je ne comprends pas. » Renisambe ne répondit pas. Comment formuler à l'intention de Kate des choses qu'elle avait elle-même tant de mal à saisir ? Elle engloba d'un regard les murs de la cour, la colonnade du portique avec ses couleurs pimpantes, l'eau dormante du bassin, le pavillon, si gracieux, les parterres de fleurs, impeccables, et les énormes touffes de papyrus. Le tout bien clos, paisible, imperméable au danger et à la peur, et où ne s'élevait que la rumeur de la vie quotidienne, le babil des enfants, les voix de crécelles des femmes dans la maison, le mugissement des bêtes au loin. « D'ici, on ne voit pas le fleuve, » murmura-t-elle. « Pourquoi aurait-on envie de le voir ?» fit Kate, éberluée. « Je suis stupide, » murmura encore Renisambe. « Je ne sais pas. » En dedans de ses yeux, elle voyait cependant très nettement la verte étendue des champs luxuriants et, plus loin, beaucoup plus loin, une zone enchantée de roses pâles et d'améthystes qui se fondait à l'horizon, avec au beau milieu, tranchant le tout, le long ruban bleu argent du Nil. Elle retint son souffle, car au gré de sa vision, bruits et choses autour d'elle s'étaient estompés. Elle naviguait dans un océan d'infini, une impression d'absolue plénitude. « Si je tourne la tête, » se disait-elle, « je vais voir Ori. Il lèvera les yeux de ses papyrus pour me sourire. Et bientôt, le soleil se couchera. Il fera nuit noire. Puis je m'endormirai. Et ça sera la mort. » « Qu'est-ce que tu as dit, Renisambe ?» Elle sursauta. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle parlait tout haut. Elle s'arracha à ses songes pour revenir à la réalité. Kate la regardait toujours d'un drôle d'air. « Tu as dit la mort. Tu pensais à quoi ?» Renisambe secoua la tête. « Je ne sais pas. Je ne voulais pas te... » Elle promena à nouveau son regard autour d'elle. Comme c'était bon, ce tableau de famille, ces éclaboussures d'eau et ces enfants qui jouaient. Elle poussa un profond soupir. Quelle paix ici! Comment imaginer que quoi que ce soit d'horrible puisse jamais survenir en un pareil endroit? Ce fut pourtant au bord du bassin qu'on découvrit Hippie le lendemain matin. Il était affalé sur le ventre, le visage immergé tel que l'avait laissé la main qui le lui avait enfoncé dans l'eau, jusqu'à ce qu'il s'y noie. Chapitre 18. 2e mois de l'été, 10e jour. Imhotep était tassé sur lui-même. Il avait vieilli d'un coup, s'était brisé, recroquevillé, on aurait dit son ombre. Sur son visage, à faire peur, ne transparaissait plus qu'une expression hagarde. Éneth lui apporta à manger et le gourmanda comme un bébé. « Si, Imhotep, il faut que tu reprennes des forces. »« À quoi bon ? C'est quoi, être fort ? Hippie
était fort, fort, jeune et beau. Et maintenant, il est allongé dans un bain de saumure. Mon fils adoré, le dernier de mes fils. Non, non, Imhotep, il te reste Yamose, ton bon Yamose. Pour combien de temps? Non, lui aussi, il est condamné. Nous sommes tous condamnés. Quel est ce fléau qui s'est abattu sur nous? Pouvais-je deviner que prendre une concubine provoquerait de telles calamités? C'est pourtant chose admise, conforme à la loi des hommes et à celle des dieux. Je l'ai traité avec respect. Pourquoi, dans ces conditions, le sort s'acharne-t-il? Ou bien est-ce Assayet qui me poursuit de sa vengeance? Est-ce que c'est elle qui refuse de pardonner? Il est de fait qu'elle n'a pas répondu à ma supplique. Le maléfice n'est pas conjuré. Non, non, Imhotep, il ne faut pas dire ça. Si peu de temps s'est écoulé depuis que le vase a été déposé dans la chambre des offrandes. Ne sait-on pas combien s'éternisent les procès en ce bas monde? Songe aux délais interminables de la cour du nomarque et, pire encore, à ceux de la cour d'appel du grand vizir. La justice est la justice, dans notre monde comme dans l'autre. Une affaire qui prend du temps a plus de chances d'être tranchée en toute équité à la fin. Imhotep secoua la tête d'un air dubitatif. En outre, poursuivit Énet, n'oublie pas qu'Hippi n'était pas le fils d'Assayet. Il est né du ventre de ta sœur Ankh. Pourquoi, dans ces conditions, Assayet se déchaînerait-elle à son profit? Mais pour Yamose, ce sera différent. Yamose se remettra parce que Assayet veillera à ce qu'il se remette. Je dois bien admettre, Énet, que tes paroles me sont d'un grand réconfort. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Yamose, c'est exact, retrouve chaque jour davantage ses forces. C'est un bon fils, loyal. Mais oh, mon Hippi, si intelligent, si beau. Et Imhotep de se remettre à gémir et à se lamenter. Hélas, hélas, larmoya Énet, histoire de ne pas être en reste. Cette créature maudite et sa beauté, que ne me suis-je abstenu de poser les yeux sur elle? Hélas, ce n'est que trop vrai, mon bon maître. Une fille de Seth, s'il en fut jamais. Initiée à la magie et aux envoûtements, le doute n'est pas permis. Le tap-tap d'une canne retentit sur les dalles et Esa entra en boitillant. Elle les écrasa de son mépris. « N'y a-t-il donc personne, dans cette maison, qui sache raison garder? N'as-tu donc rien de mieux à faire que blatérer des imprécations à l'encontre d'une malheureuse dont tu t'es entiché et qui, aiguillonnée par les tracasseries stupides des épouses stupides de tes fils stupides, s'est laissée aller à une manifestation de dépit bien féminin? » Une manifestation de dépit bien féminin. C'est comme ça que tu appelles ça, Esa? Alors que, de mes 3 fils, 2 sont morts et un autre se meurt. Toi, ma propre mère, osez venir me dire ça. Il me semble urgent, étant donné que tu parais incapable de reconnaître les faits pour ce qu'ils sont, que quelqu'un te les remette en mémoire. Chasse de ton esprit cette croyance superstitieuse et idiote selon laquelle c'est l'âme d'une malheureuse gamine décédée qui nous poursuit de sa malédiction. C'est une main bien vivante qui a maintenu la tête d'Hippi sous l'eau du bassin jusqu'à ce qu'il s'y noie, et c'est une main bien vivante qui a versé le poison dans le vin que Yamose et Sobek ont bu. Oui, tu as un ennemi, Imhotep, mais un ennemi ici, dans ta maison. La preuve en est que depuis que Renisambe
sur le conseil de Hori, prépare elle-même les repas de Yamose, ou les fait préparer par une esclave qu'elle ne quitte pas des yeux, et les lui porte de ses propres mains, que depuis ce moment-là, disais-je, Yamose reprend quotidiennement des forces et recouvre la santé. Alors, Imhotep, cesse au moins de te conduire comme un imbécile, de geindre et de t'arracher les cheveux, toute chose en quoi, je te le concède bien volontiers, Énet doit te gratifier de ses soins éclairés. Oh, Esa, comme tu peux mal me juger. Toute chose en quoi, disais-je, Énet doit te gratifier de ses soins éclairés, soit parce que c'est elle aussi une imbécile, soit pour un tout autre motif. Que Ré te pardonne, Esa, de te montrer aussi cruelle envers une pauvre femme abandonnée. Esa s'avança en brandissant dangereusement sa canne. Secoue-toi, Imhotep, et réfléchis. Ta défunte épouse Assayet, qui était une femme exquise et pas une idiote, soit dit en passant, peut éventuellement intervenir en ta faveur dans l'autre monde, mais on ne peut quand même pas exiger d'elle qu'elle vienne penser à ta place dans celui-ci. Il nous faut agir, car si nous ne le faisons pas, alors là, nous aurons d'autres morts à déplacer. Un ennemi vivant? Un ennemi dans cette maison? Tu crois vraiment ça, Esa? Bien sûr que je le crois. Pour l'excellente raison que c'est la seule explication sensée. Mais alors, nous sommes tous en danger? Évidemment que nous sommes en danger. En danger, non de par la main d'un esprit, mais de par un truchement tout ce qu'il y a d'humain, à savoir 10 doigts bien vivants qui ont saupoudré de poison le vin et la nourriture, et une personne bien vivante qui s'est glissée à pas de loup derrière un garçon qui rentrait tard hier au soir du village et qui lui a maintenu la tête enfoncée dans l'eau du bassin. Il a dû en falloir de la force pour faire ça, murmura Imhotep, pensif. À première vue, oui, mais je n'en jurerais pas. Hippie avait bu beaucoup de bière au village. Il devait chanter ses propres louanges et s'auto-proclamer roi du monde. Il sera rentré en titubant et, trop infatué de lui-même pour se méfier de la personne qui l'a abordé à ce moment-là, se sera penché sur la margelle du bassin pour se rafraîchir le visage. Dans ces conditions, pas besoin de muscles d'athlète pour accomplir la besogne. Où veux-tu en venir, Esa? À ce que ce soit une femme qui l'ait fait? Mais c'est insensé. D'ailleurs, toute ton histoire est insensée. Il ne peut pas y avoir d'ennemis dans la maison, pour la bonne raison que si tel était le cas, nous le saurions. Je le saurais. Il est un mal au fond des cœurs, Imhotep, qui n'est pas visible à l'œil nu. Tu veux dire qu'un de nos domestiques, ou un esclave, ni un domestique, ni un esclave, Imhotep. L'un de nous? Ou alors, tu veux dire Hori ou Kameni? Mais Hori fait quasiment partie de la famille. Il nous a depuis longtemps prouvé qu'il est la loyauté et la conscience même. Quant à Kameni, nous ne le connaissons guère, c'est vrai, mais il est de notre sang, de notre parentèle, et il m'a donné des preuves de son dévouement et de son zèle depuis qu'il est à mon service. Qui plus est, il est venu ce matin même me supplier de consentir à son mariage avec Ronisambe. Tiens donc, il a fait ça, s'exclama Esa, manifestant le plus vif intérêt. Et tu lui as répondu quoi? Que pouvais-je lui répondre? Ronchonna Imhotep. Le moment est-il bien choisi pour parler mariage? Voilà ce que je lui ai dit en gros. Et quelle a été sa réaction? Il m'a répondu qu'à son avis,
C'était le moment ou jamais de parler mariage. Il a ajouté que Renisambe n'était pas en sécurité dans cette maison. « C'est la question que je me pose, » murmura Esa. « C'est exactement la question que je me pose. Est-elle en sécurité ici ? Je croyais qu'elle l'était. Ori aussi, d'ailleurs. Mais à présent... » Imhotep revint à ses moutons. On ne peut quand même pas célébrer des funérailles et un mariage coup sur coup. Ce ne serait pas convenable. Le nome tout entier se mettrait à jaser. Les convenances ne sont plus de saison, répliqua Esa. Surtout qu'on dirait vraiment que les embaumeurs sont occupés chez nous à plein temps. C'est une bénédiction pour Hippie, Montou et compagnie. Les affaires s'emballent. Ils ont majoré leur tarif de 10%, s'emporta Imhotep, un instant arraché à ses préoccupations. C'est un scandale. Il paraîtrait que la main-d'œuvre augmente. Ils devraient plutôt nous consentir le prix de gros, fit Esa, souriant tristement de sa plaisanterie. Enfin, mère, voyons, s'exclama Imhotep, horrifié. Il ne s'agit pas d'une farce. La vie n'est qu'une farce, Imhotep, et c'est la mort qui rit au mot de la fin. Tu ne l'entends pas chanter aux fêtes et banquets ? Mange, bois, donne-toi du bon temps, car tu seras mort demain. Ici, c'est vraiment le cas de le dire. La seule question, c'est lequel d'entre nous sera mort demain ? Ce que tu dis est atroce, effroyable. Que peut-on faire ? Ne se fier à personne, décréta Esa. C'est la première, la plus vitale des précautions. Ne se fier à personne, répéta-t-elle avec emphase. Énette se mit à larmoyer. Pourquoi me regardes-tu en disant ça ? S'il y a ici quelqu'un qui soit digne de confiance, c'est bien moi. Je l'ai assez prouvé tout au long de ces années. Ne l'écoute pas, Imhotep. Allons, allons, ma pauvre Énette. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Je ne sais que trop bien ta loyauté et ton bon cœur. Tu ne sais rien du tout, intervint Esa. Aucun d'entre nous ne sait rien. C'est précisément là qu'est le danger. Tu m'accuses, moi, pleurnicha encore Énette. Je suis bien incapable d'accuser. Je ne possède ni certitude, ni preuve. Je n'ai que des soupçons. Imhotep jeta à sa mère un coup d'œil acéré. Tu as des soupçons ? Sur qui ? J'ai soupçonné d'abord une première personne, fit lentement Esa, puis une deuxième, puis une troisième. Je serai franche. J'ai d'abord soupçonné Hippie. Mais Hippie est mort, donc je me trompais. Puis quelqu'un d'autre. Mais le jour même de la mort d'Hippie, une troisième idée m'est venue. Elle s'interrompit un instant avant de reprendre. Ori et Kameni sont à la maison ? Envoie les chercher. Oui, et fais venir aussi Renisambe, qui est à la cuisine. Et Quête, et Yamose. J'ai quelque chose à dire, que toute la maisonnée doit entendre. Esa promena ses yeux fatigués sur la famille assemblée. Elle entrevit le visage sérieux et doux de Yamose, le sourire spontané de Kameni, le regard interrogateur et apeuré de Renisambe, celui de Quête, placide et indifférent, celui pensif, tranquille et impénétrable de Ori. Elle déchiffra la peur mêlée à la colère qui tordait le faciès d'Imhotep. Elle lut enfin, au fond des prunelles d'Énette, la curiosité avide et, oui, la jubilation rentrée. « Leurs visages ne m'apprennent rien, se dit-elle.
ils ne font qu'afficher une émotion de surface. Et pourtant, à moins que je ne me trompe, quelque chose va trahir l'un d'entre eux. J'ai quelques mots à vous dire à tous, lança-t-elle à voix haute. Mais je commencerai par m'adresser à Énette, ici, devant tout le monde. L'expression d'Énette changea du tout au tout. Plus d'avidité de savoir, plus de jubilation. C'était la peur, maintenant, qui s'y affichait. Elle protesta dans le registre suraigu. « Tu me soupçonnes, Esa, je le savais. Tu vas faire mon procès et, comme en moi, pauvre créature qui n'a pas la repartie facile, pourrais-je bien me défendre. Je vais être condamnée sans avoir été entendue. » Sans avoir été entendue ne me paraît pas le mot, ironisa Esa, qui vit sourire Ori. Énette avait repris son souffle et s'époumonait de plus belle au bord de l'hystérie. « Je n'ai rien fait, je suis innocente. Imhotep, mon maître bien-aimé, viens à mon secours. » Elle se jeta à ses pieds et lui étreignit les genoux. Imhotep lui tapota le crâne tout en bredouillant son indignation. « Vraiment, Esa, je proteste, c'est honteux. » Esa ne lui laissa pas le loisir de bafouiller davantage. « Je ne l'ai pas accusé. Je n'accuse pas sans preuve. Je demande simplement à Énette qu'elle veuille bien nous expliquer à tous, ici présents, le sens exact de certaines choses qu'elle a dites. »« Je n'ai rien dit, rien du tout. »« Oh que si, » répliqua Esa. « Il y a des mots que j'ai entendus de mes propres oreilles. Et si mes yeux n'y voient plus guère, j'ai encore l'ouïe très fine. Tu as dit que tu savais quelque chose sur le comte d'Ori. Nous t'écoutons. Il s'agissait de quoi ? » Ori semblait légèrement surpris. « Oui, Énette, insista-t-il néanmoins, que sais-tu sur mon compte ? Fais-nous en part. » Énette se redressa pour s'asseoir sur ses talons et s'essuya les yeux. Elle avait soudain l'air méfiant, maussade. « Je ne sais rien. Qu'est-ce que je pourrais bien savoir ? » « C'est précisément le sens de notre question, » répliqua Ori. Énette haussa les épaules. « J'avais dit ça comme ça. C'était des paroles en l'air. »« Tes paroles en l'air, je vais te les répéter mot pour mot, » gronda Esa. « Tu as dit que nous te méprisions tous, mais que toi, en revanche, il n'y en avait pas lourd que tu ne savais pas sur ce qui se manigançait dans cette maison, et que tu y voyais plus clair que bien des gens dont on disait des merveilles. Et tu as ajouté ceci, que quand Ori te croisait, il te regardait comme si tu n'existais pas, comme s'il voyait quelque chose derrière toi, quelque chose qui n'y était pas. « Il me regarde toujours comme ça, » marmonna Énette. « De la façon qu'il a de me traiter, je pourrais aussi bien être de la crotte de bique, un insecte, un débris sans aucun intérêt. » « C'est cette phrase, » reprit lentement Esa, « qui est restée gravée dans ma mémoire. Quelque chose derrière moi, quelque chose qui n'y était pas. Énette a ajouté « Il ferait mieux de me regarder, moi. » Et puis, elle s'est mise à parler de Satipi. Oui, de Satipi. De Satipi qui se croyait si maligne et qui était où, maintenant ? Elle les dévisagea tour à tour. Est-ce qu'aucun d'entre vous ne comprendrait ce que ça signifie ? Pensez à Satipi qui est morte. Et rappelez-vous qu'on est toujours censé regarder quelqu'un et pas quelque chose qui ne serait pas là.
Il se fit un long silence de mort, que seul finit par rompre Énette, quand elle se mit à hurler, interminable vrillement suraigu que seul pouvait susciter une terreur indicible. Des mots incohérents lui tombèrent des lèvres. « Je n'ai pas... À mon secours !»« Maître, ne la laisse pas !»« Je n'ai rien dit, rien !» Imhotep laissa éclater sa colère jusque-là contenue. « C'est inqualifiable !» rugit-il. « Je ne tolérerai pas plus longtemps que l'on accuse et terrifie ainsi cette malheureuse. As-tu seulement une charge contre elle? À t'entendre, même pas. » Rompant avec sa timidité coutumière, Yamose se joignit à son père. « Père a raison. Si tu as une accusation précise à porter contre Énette, porte-la. »« Je ne l'accuse pas, » répéta lentement Esa. Elle se rappuya sur sa canne. Elle semblait s'être racornie, ratatinée. Ces derniers mots, elle les avait prononcés avec une infinie lenteur, presque avec peine. Yamose se tourna alors d'autorité vers Énette. « Esa ne t'accuse pas d'être la cause des malheurs qui se sont abattus sur nous, mais, si j'ai bien compris, elle estime que tu as connaissance de certains faits que tu nous caches. Si tel est bien le cas, Énette, si tu sais quoi que ce soit, sur le compte d'Ori ou de n'importe qui d'autre, le moment est venu de parler. Ici, devant nous tous, parle. Quel secret très exactement détiens-tu ? » Énette secoua la tête. « Aucun. »« Il faut que tu sois bien sûr de ce que tu dis, Énette. Connaître un secret est chose dangereuse. »« Je ne sais rien. Je le jure. Je le jure sur les 9 dieux de l'Énéade, sur la déesse Maat, sur Rê lui-même. » Énette tremblait à présent. Sa voix n'avait plus rien de pleurnichard ni d'affecté. Elle n'était plus que sincérité et épouvante. Esa poussa un profond soupir et s'affaissa un peu plus sur sa canne. Elle demanda, d'une voix à peine audible, « Aidez-moi à regagner ma chambre. » Ori et Renisambe se précipitèrent. « Pas toi, Renisambe. »« Seulement Ori, » précisa Esa. Elle sortit en s'appuyant sur lui. Et, tout en claudiquant vers ses appartements, elle lui lança un coup d'œil. Il était sombre et avait l'air inquiet. « Eh bien, Ori, » souffla-t-elle. « Tu as été imprudente, Esa. Très imprudente. »« Il fallait que je sache. »« Oui, mais tu as pris un risque énorme. »« Je vois. Tu penses donc comme moi ? » ?»« J'y pense depuis quelque temps déjà. Mais il n'y a pas de preuve. Pas l'ombre d'une preuve. Et même maintenant, Esa, tu ne détiens pas de preuve. Tu n'as que ce que tu as en tête. Il me suffit de savoir. Peut-être est-ce déjà trop ? Que veux-tu dire ? Ah oui, bien sûr. Prends bien garde à toi, Esa. À partir de maintenant, tu es en danger. Il nous faut essayer d'agir vite. Agir, peut-être, mais comment ? Que faire sans preuve ? Je sais bien. Ils ne purent en dire plus. La petite servante d'Esa accourait à la rencontre de sa maîtresse pour s'occuper d'elle, et Ori la lui abandonna. Puis il s'en fut, sombre et tourmenté. La gamine s'agita en jacassant autour d'Esa, mais elle s'en rendit à peine compte. Elle se sentait vieille, malade, glacée. Une fois encore, elle vit le cercle de visages tendus qui la cernaient tandis qu'elle parlait. Rien qu'un regard, une lueur fugitive où se lisait la peur, l'aveu,
à moins qu'elle ne se soit trompée? Était-elle si sûre de ce qu'elle avait vu? Après tout, ses yeux n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Hélas, oui, elle en était sûre. Ça avait moins été l'expression d'un visage qu'une sorte de tension soudaine de tout le corps, un figement, un raidissement, pour une personne, et une personne seulement. Ces divagations avaient eu un sens, le sens implacable, inéluctable de ce qui est la vérité.